Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans notre Culture Crush, le podcast sur la culture de Londres et d'ailleurs en français. Aujourd'hui nous avons des sujets passionnants à vous présenter. Je commence par l'exposition du photographe Rankin, Back in the Days. Cette exposition au 180 Strand couvre la période de 1991 à 2001 et met en lumière un photographe et un magazine à travers une décennie mémorable. Rankin, cofondateur et premier éditeur photographique de Dazed and Confused, a marqué les années 90 avec son style visuel distinctif qui a contribué au lancement du magazine et à la définition de l'esthétique de plusieurs générations de jeunes Britanniques. Il a photographié plus de 200 séances éditoriales iconiques pour le magazine, créant ainsi un véritable manifeste sur la façon de voir le monde, une déclaration politique transmise non pas avec des mots, mais avec l'objectif de son appareil photo. Sans se laisser influencer par les pressions du grand public, Rankin a pris son appareil photo dans la rue pour photographier les jeunes de la classe ouvrière. Il est devenu le photographe incontournable des groupes Britpop et des artistes les plus cool des années 90. Il a photographié notamment Björk, PG Harvey, Skin de Skunk Anansi, mais aussi des légendes telles que David Bowie et a créé des images marquantes d'acteurs cultes émergents. Il a aussi joué un rôle majeur dans la représentation des communautés non-binaires. C'est donc Rankin qui a inventé le terme Cool Britannia. Il a donné la parole aux adolescents ordinaires et leur a permis d'accéder à tout, de l'art contemporain à la musique expérimentale. Back in the Dazed est la première rétrospective au Royaume-Uni des œuvres révolutionnaires de Rankin incontournables. Pour la petite anecdote, une de mes profs de yoga s'appelle Tully Shipster, ce n'est d'autre que sa compagne. Allez voir l'exposition, c'est ouvert du mercredi au dimanche et ça coûte 10 livres sterling. Si vous savez pas où c'est, vous allez sur Google. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, d'un film. Le livre, c'est Fabriquer une femme de Marie Darrieussecq, qui est sorti en janvier 2024. Moi, j'avais lu Truisme, son premier roman, paru en 1996. J'avais été vachement impressionnée et en fait, au fil des années, je me rends compte que j'ai lu un bon nombre de ces romans. Fabriquer une femme, c'est son 20e roman. Alors pour resituer, Marie Darrieussecq, c'est une écrivaine française, contemporaine, elle est originaire de la Côte Basque. C'est pas seulement un détail biographique, mais c'est aussi parce que cette région, la Côte Basque, les villes de Biarritz, Bayonne, Bordeaux, figurent souvent dans ses romans. Dans Fabriquer une femme, on retrouve deux personnages déjà vus dans 3 autres romans. Les personnages de Solange et de Rose. Solange et Rose, elles sont amies depuis l'enfance. Elles grandissent à Clèves, un petit village de l'arrière-pays basque, et on suit leur parcours d'enfants et de jeunes ados dans le roman Clèves, et leur parcours de femmes dans le roman La mer à l'envers pour Rose, et dans Il faut beaucoup aimer les hommes pour Solange. Ici, dans Fabriquer une femme, on les voit passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est une pièce manquante du puzzle qui s'écrit ici. Ces romans ne sont pas des séries, la chronologie est fragmentée, donc on peut tout à fait les lire indépendamment les uns des autres. Moi, j'avais beaucoup aimé Clèves et j'étais vraiment impatiente de retrouver ces deux personnages dans Fabriquer une femme. Donc, même si on n'a rien lu avant, on commence le roman et on comprend très vite que Rose et Solange sont liées par une amitié très forte. On comprend aussi qu'elles sont extrêmement différentes comme personnes. Leur adolescence se passe à la fin des années 80, début des années 90, d'abord à Clèves, puis à Bordeaux, où elles partent faire leurs études, mais aussi à Paris, à Londres et à Los Angeles, puisqu'on sait... depuis Il faut beaucoup aimer les hommes, que c'est pas un spoiler, c'est dès la première page du roman, que Solange réalisera son rêve de devenir actrice et partira vivre à Los Angeles. Elle deviendra une comédienne assez connue. Rose, c'est la fille sage, assez rêveuse, qui laisse un peu la vie venir à elle. Elle vient d'une famille stable, un peu aisée, la maison de ses parents, c'est la seule à avoir une piscine au village par exemple. Elle a des parents assez sympas, compréhensifs. Solange, elle a une vie familiale assez compliquée. Dès le départ, ses parents, ils n'ont pas grand-chose. Son père, il n'est pas vraiment là. Et sa mère, elle est un peu assommée par la dureté de la vie. Elle n'a pas vraiment le temps pour Solange. Dans Clèves, on voyait leur éveil à la sexualité, leurs envies de jeune fille. Rose, elle rêve d'amour et d'ailleurs, elle finira par se marier à son amour de jeunesse. Solange, elle a un parcours un peu semé d'embûches. Elle va vraiment se le chercher, son petit lopin de bonheur, de réussite. Et puis, elle se cabossera pas mal en chemin, d'ailleurs.
Ce qui est intéressant pour moi dans ce roman, c'est que cette amitié est hyper forte, mais en même temps, elles sont pas totalement fusionnelles toutes les deux. C'est pas une amitié de tous les instants, c'est pas une amitié de partage constant. Il y a dans leur relation de longues pauses, des moments distendus, des incompréhensions. Elles sont très différentes, mais elles sont reliées par un fil invisible, mais incassable. Ce que j'aime, c'est que on voit que leur amitié, parfois, est faite de malentendus, de non-dits, de déceptions, mais elle tient. Et je trouve que ça parle vachement bien des amitiés d'enfance qui durent dans le temps. Quand on est enfant, on ne sait pas pourquoi on devient ami. On se scotche à quelqu'un, puis ça devient son ou sa meilleure amie comme ça. C'est pas vraiment un choix rationnel, c'est plutôt instinctif, un peu animal quand même comme choix. Et je trouve que ça fait toujours des amitiés un peu dépareillées. Et c'est vraiment intéressant la façon dont elle peint ces deux personnages qui deviennent petit à petit des adultes très différentes et avec cette force entre elles. L'écriture de Marie Darrieussecq, elle est, dans ce roman, elle est faussement simple. Donc c'est super parce que c'est une langue qui est facile à lire. Et à chaque fois, quand je lis ces romans, il y a toujours un moment où je me dis, je sais pas si j'aime. Mais en fait, après lecture, je trouve que c'est une écriture qui laisse comme un dépôt. C'est une écriture qui est tactile, qui est sonore. Je trouve qu'on a le goût des scènes qu'on lit. On a le son parce que c'est un livre qui est jalonné de musique. C'est la fin de la New Wave. C'est aussi les tubes populaires français hyper nazes des années 80. C'est les concerts d'Alan Vega, de Gogol Ier, de Noir Désir au Chat Bleu à Bordeaux. C'est un livre où on danse beaucoup dans les boîtes gays à Bordeaux d'abord et puis à Paris. C'est aussi l'épidémie de sida et l'effroi de voir disparaître du paysage nocturne les jeunes visages qui l'éclairaient, l'effroi de voir disparaître les amis proches, la peur au ventre quand on a pris un risque. Et je pense que ça me fait une impression aussi vivace. Ça a sûrement à voir avec le fait que moi aussi, j'ai grandi dans une ville de province, dans le sud-ouest, alors pas la côte basque, mais c'est quand même assez proche, un peu plus tard que la période décrite dans le roman, mais il y a vraiment ça, un envie d'ailleurs, un envie de voyage, un envie de plus grand, un envie de sortir de son trou. Ces deux personnages sont très attachantes. Marie Darrieussecq en fait un portrait très touchant et je pense que beaucoup de personnes pourront grappiller des éléments biographiques ici et là. Ça donne envie de le lire. Ouais, franchement, c'est hyper touchant et puis toi comme moi, tu connais très bien la région. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments communs, il y a une scène de la nuit, il y a une scène musicale qu'on retrouve, il y a des descriptions de Londres où Solange débarque à Londres au début des années 90 qui sont super drôles. Tu pourras aussi apprécier les remarques sur Londres. C'est vrai que les fans de musique rock en France ont tourné un peu les yeux vers Londres comme toi et moi. Bien sûr. Surtout à cette époque. Bien sûr, et puis moi j'habitais Toulouse, on avait des concerts à Toulouse parce qu'on avait une super salle, et il y a toujours une super salle de concert qui s'appelle Le Bikini, qui a été fondée par un mec génial, mais j'allais aussi à Bordeaux voir des concerts parce qu'il y avait certains de mes groupes préférés qui passaient pas à Toulouse, donc je m'identifie pas mal. Ouais. Et comme tu disais, Bordeaux a une grande scène musicale, Noir Désir a été un des plus grands groupes de France. Pour ceux qui connaissent pas Noir Désir, qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie ? Noir Désir, c'était un grand groupe de rock, vraiment non seulement underground, mais aussi populaire, c'est-à-dire vraiment connu du grand public, ce qui était assez rare à cette époque, je pense. Après, je sais pas si tu fais référence à ce qui s'est passé avec Bertrand Cantat. Au final. Bertrand Cantat a été accusé et condamné pour avoir battu sa compagne, qui était la comédienne Marie Trintignant. Et elle est morte sous les coups de Bertrand Cantat. Il a fait de la prison, il a purgé sa peine. Donc c'est une fin assez triste. Et Marie Trintignant, c'était une comédienne fabuleuse, vraiment une lumière et une grâce. C'est une histoire hyper triste. Tragique, et ça fait beaucoup de bruit en France. Ouais. Dans les médias, on en parle beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, mais dans les années 90, tous les jeunes ados écoutaient Noir Désir. Moi-même, je me rappelle quand j'avais 10-11 ans, ça passait à la radio. Il y a une chanson qui s'appelle Tostaki avec un riff de guitare qui est vraiment génial, et ça reste dans les crânes, et tout le monde connaît Noir Désir. Donc malheureusement, il y a une fin tragique, mais le groupe est super dans un sens. Mais c'est controversé. La musique reste, et c'est vrai que l'utilisation de la musique de Noir Désir maintenant est problématique sûrement. Ouais. Et ça fait écho par exemple à Michael Jackson. C'est-à-dire c'est toujours difficile, est-ce qu'on garde l'œuvre ou est-ce qu'on la sépare de l'artiste ? Est-ce que l'œuvre est séparée de l'artiste ou est-ce qu'elles sont liées ? C'est difficile, hein, c'est quand même difficile, ouais.
Et toi, Mel, t'as d'autres choses à nous raconter? Ouais, moi je voulais parler rapidement, mais je voulais parler d'un film. C'est Perfect Days de Wim Wenders, qui est sorti au Royaume-Uni en février 2024 et qui est toujours à l'affiche parce que c'est vachement bien. Alors en général, c'est un truc que je déteste, c'est un feel-good movie. Mais c'est probablement le plus subtil et le plus poétique feel-good movie que vous verrez de longtemps. Ça se passe à Tokyo de nos jours. On suit le personnage de Hirayama, qui est un homme de ménage dans les toilettes publiques du quartier de Shibuya et qui vit une vie modeste, routinière dans un quartier populaire. Il fait son travail avec vraiment le souci de l'excellence. Il n'a pas honte du métier qu'il fait. Il met énormément de soin dans les gestes de nettoyage et il vit sa vie de la même façon. C'est quelqu'un qui sait et qui aime regarder le monde. On le suit dans ses habitudes de travail, dans ses habitudes de vie. Et je peux vous assurer que c'est pas du tout ennuyeux, au contraire, c'est un enchantement. Sur l'histoire, je dirais pas grand-chose parce que le film, c'est l'histoire, bien sûr, mais c'est surtout comment cette histoire est racontée. À souligner que l'acteur qui joue Hirayama, c'est l'acteur Yakusho Koji, qui est absolument fabuleux. À noter aussi que la musique est un élément très présent dans le film, qui est hyper bien choisi. Pour chaque scène, on entend Patti Smith, on entend Lou Reed, on entend Nina Simone dans une scène, je ne dirais rien, mais qui est d'une émotionnalité et d'une splendeur à couper le souffle. Et le dernier petit détail, élément, c'est le format de l'image. C'est un format 4/3. Moi, je l'ai vu en salle, donc c'était hyper étonnant parce que après les bandes annonces, l'écran se rétrécit pour former une image en 4/3. Et on pourrait penser que le fait d'avoir un format d'écran plus petit, ça enlève quelque chose au film, et en fait pas du tout, parce que ça fait un point focal très intense, très ramassé, et ça ajoute encore à la beauté de ce film. J'encourage tout le monde à aller le voir en salle. Ça passe à Londres, dans plusieurs salles, ça passe partout. En France aussi, je sais que c'est joué en salle encore. Wim Wenders, c'est aussi un de mes réalisateurs favoris. Bien préférés. sûr. Quel film t'aimes le plus? Le premier, c'est Paris, Texas, que j'ai vu. Bien sûr. Et ça m'a vraiment ébloui. Ouais, j'adore. Je le regarde religieusement une fois par an, je pense, encore maintenant. Absolument. J'ai le DVD qui est tout rayé. Mais ça vaut le coup de le regarder quand même, Ouais. même rayé. J'avais beaucoup aimé Wings of Desire aussi. Ouais, Les ailes du désir, Les fabuleux. ailes du désir. Ouais. Mais ouais, tout. J'ai vu récemment, parce qu'il a sorti 2 films presque dos à dos. Perfect Days, juste avant, il avait sorti le documentaire Anselme sur l'artiste plasticien, le peintre Anselme Kiefer. Et c'est intéressant, bien sûr, de filmer un peintre contemporain, encore vivant, une légende comme Anselme Kiefer. Le film est assez hermétique et intéressant, mais c'est pas Perfect Days. Allez voir Perfect Days, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de subtilité, de vie. Il y a beaucoup plus de vie et Allez voir Perfect Days. ouais, c'est très beau. Ensuite, je vais vous parler donc du festival Fuzz Club qui a lieu tous les ans à Eindhoven en Hollande et où je suis allé au mois de mai. C'est un label connu pour sa musique psychédélique, noise, garage, électronique et punk. Le festival Fuzz Club a eu lieu le 2 et 3 mai dernier à Evenaar, aux Pays-Bas. Depuis une dizaine d'années, le label réunit la scène underground psyché des 4 coins de l'Europe pour un week-end rempli des meilleurs cuvées de groupes de musique underground actuels. Le label Parti de Rien existe depuis 2008 et n'a cessé de grandir depuis, avec par exemple la sortie cette année du nouvel album de Jesus and Mary Chain, un des groupes pionniers du mouvement noise et shoegaze britannique des années 1980. Vous connaissez sûrement Just Like Honey, titre phare du groupe qui est apparu dans plusieurs films tels que dans la scène finale de Lost in Translation de Sofia Coppola, paru en 2003. 2024 marque la 3e édition du festival qui a lieu chaque année à Evenaar, un des plus gros centres culturels des Pays-Bas à Eindhoven, qui contient non seulement un club de 150 places, mais aussi une grande salle de 1300 personnes. Le lieu légendaire de plus de 40 ans de musique alternative à son actif accueillait déjà les premiers groupes de post-punk comme The Birthday Party en 1981. Interrompu malheureusement comme partout ailleurs par la crise du Covid, c'est une vraie joie de retrouver le public fidèle et tous les artistes au rendez-vous cette année. Dans la grande salle, la tête d'affiche tant attendue de cette année n'est autre que Spiritualized, le projet de Jason Pierce du groupe Spaceman 3, un autre groupe flambeau de la scène shoegaze des années 90,
venu tout droit de Rugby dans les Midlands de l'Angleterre. Mais le festival est gavé de plein d'autres maestros du rock underground contemporain, dont Gila Band, un groupe de rock irlandais minimaliste dans le son, mais pour autant hyper nerveux et abrasif, un des moments culminants pour moi. Côté club, un autre groupe du label Fuzz Club, Makina, un jeune trio aux cheveux longs décolorés, moustaches et débardeurs, venant tout droit du Portugal, enflamme la scène avec un son disco-punk répétitif sous les chapeaux de roue, tel un train fou qui s'apprête à dérailler mais sans jamais perdre le nord. Super groupe, j'adore. Pour finir, un groupe français, les Parisiens de Psychotic Monks, qui naviguent entre les contorsions de Jesus Lizard, la fluidité de Sonic Youth, les électroniques malveillantes de Throbbing Gristle. Certains morceaux rappellent le premier album du groupe Liars, bien qu'ils préservent leur originalité pour créer une ambiance et attitude moderne, radicale et surtout engagée. Bref, que du bon pendant ces 2 jours. J'ai eu la chance d'y participer et je recommande aux curieux et aux curieuses. Génial. Moi, j'ai vu quelques vidéos et ça avait l'air super. Ouais, vraiment une ambiance unique parce que je pense que les gens étaient contents d'y revenir surtout. Il y a vraiment une fraternité. Ouais, une communauté autour de ce festival. Ouais, vraiment une panoplie de groupes assez spectaculaire où c'était vraiment de la qualité les uns après les autres. Donc sur 2 jours, ça vaut le coup. C'est clair, une super programmation. Impressionnant. Ouais. Et puis 1500 de capacité, c'est vachement bien pour un festival parce que c'est à échelle humaine, c'est pas trop grand, il y a assez de monde pour que ça soit quand même bien la fête et en même temps on se perd pas quoi. Et puis kudos à Casper, donc le boss, le patron du label Fuzz Club. Il sort des disques 1 fois par semaine, c'est-à-dire que c'est vraiment prolifique. Il est prolifique et toujours extrêmement sympa. Tu sens que c'est vraiment un label qui a été créé pour les fans de musique, par les fans pour les fans. Ça me donne envie, moi aussi, et je regarderai la programmation de l'année prochaine. C'est pas dit que j'y aille pas. Eh ben, viens avec nous, Mel, la prochaine fois. Culture Crush, c'est le podcast culturel de Pyramid French. On a des super cours en ce moment dans le quartier de Hagerstown. On a des cours de débutants, des cours intermédiaires, des cours avancés. On peut retrouver toutes les infos et réserver des cours ou avoir des informations sur le site de l'école. pyramidfrenchlessons.com. Merci Mel pour ce nouvel épisode de Culture Crush. Merci à toi Raphaël. Salut.